Tire-livre, atelier d'écriture. On est dans un cycle qui s'appelle technique au pluriel et élargissement au pluriel. Ce qui veut dire que, désolé, on fait de la technique. On ne cherche pas à construire comme on l'avait fait dans Faire un livre ou d'autres cycles comme ça, outils du roman. On cherche à prendre des points, des nœuds, des paramètres là, dans les fils du paragraphe qui nous permettent d'attraper là ces points précis des paragraphes et aller chercher la langue, aller trouver la langue là sans quitter ce rythme linéaire, mais être capable là, à mesure que ça avance, même si on est concentré sur personnage, sur situation, à appeler la langue, appeler la phrase. Alors ça s'appelle technique au pluriel. Fallait bien. Et j'ai quand même mis technique et élargissement. Pourquoi ? Parce qu'on ne cherche pas à construire, mais quand on est plus fort là, dans la patte, bien sûr, ça ouvre à plus de choses. Alors je voulais, on doit être au numéro 5 de ce cycle. Ça commence à se dessiner, c'est le cycle lui-même qui dit « Ah, il faudrait appeler ça, il faudrait appeler ça ». La question pour moi serait celle de la variation. Je me propose de faire aujourd'hui et la semaine prochaine sur cette question simplement de la variation. Reprendre, et ça pose tout de suite la question de la réécriture. C'est-à-dire l'idée, tout simplement, on l'a fait par exemple dans une autre série qui s'appelle Transversal. C'est-à-dire comment les outils, les méthodologies pour développer la possibilité de reprendre son texte, le modifier. On voit toujours le texte comme écrit, et puis retravailler, c'est-à-dire reprendre le texte déjà écrit, c'est-à-dire déjà fixé, et remanier, développer. Un schéma qui vaut pour Madame Bovary de Flaubert. Flaubert travaillait 2h30, 3h par jour, 10h du soir, 1h du matin, disons, environ 15 jours tous les 2 mois, une fois qu'il était prêt à partir dans un nouveau chapitre. Première rédaction, il y a 10 pages, le lendemain on reprend les 10 pages, on les recopie, et ainsi de suite. Et pour le chapitre des comices agricoles de Madame Bovary, on a 500 pages de brouillon au total, 18 versions successives pour un texte justement qui fait 15-20 pages. Alors ça, c'est une technique bien sûr qui est importante, on la travaille aussi. Il y a un exercice que j'aime beaucoup à partir de W de Pérec. Texte sur sa mère, 2 pages et demie, et puis à partir de là, des notes, des notes, des notes, des notes. Et l'ensemble des notes est plus grand, plus long, massivement, quantitativement, attention, que le texte initial. Et qu'est-ce que fait Pérec ? Il remanie le texte initial ? Non, il nous le laisse avec ses manques, ses trous, ses appels et ses notes. C'est dans cette ambiance-là que je voudrais qu'on travaille. Et pour moi, pas moyen de se détacher. Ça fait 2 ans. Et il est sorti quand ? En 2021, aux très belles éditions Le Bruit du Temps. C'est Cécile Vachsbrot. Excuse-moi, Cécile, si je prononce un petit peu de travers. Appelons-la Cécile, si c'est plus simple. Bruit du Temps a réédité d'ailleurs depuis en un seul volume 4 de ses précédents ouvrages plus narratifs. Celui-ci est un peu à part, il s'appelle Nevermore. C'est une référence à Edgar Poe, le corbeau, la composition, la genèse du poème. Je ne suis pas si convaincu par le titre, j'arrive jamais à m'en souvenir. Pour moi, c'est Cécile Vachsbrot, et le titre, ce serait Virginia Woolf. C'est-à-dire, elle prend un livre totalement essentiel, mystérieux de Virginia Woolf, To the Lighthouse, et Cécile Vachsbrot a traduit elle-même Virginia Woolf. Je ne sais plus lequel, en tout cas, pas le Lighthouse. Et si par hasard elle a terminé ou si elle a cette traduction en cours, on n'en dispose pas. Mais précisément parce qu'elle ne le traduit pas, elle nous propose un livre totalement original. Alors, je vais en parler un petit peu plus parce que j'avais déjà commencé par faire une vidéo sur le livre lui-même. Je vous mets le lien, vous pourrez aller voir une présentation donc un peu extérieure et
mais avec une vue d'ensemble. Et quand on avait fait ce cycle, vous savez que j'avais appelé un défi sur 40 jours. 40 jours avec chaque jour une proposition d'écriture. J'avais aussi repris le Nevermore de Cécile Vachebrot, mais j'étais parti sur un autre angle. L'angle, c'est que, d'ailleurs, à peu près dans la même section médiane, là dont on va se saisir pour travailler, elle nous raconte une journée d'écriture. Alors, le dispositif, la narratrice, Cécile Vachebrot ou pas, c'est pas notre problème, est à Dresden, en Allemagne. Cécile Vachebrot vit à Berlin, très probablement. Elle a loué pour écrire aussi une piole là à Dresden, et puis commencer ses journées le matin au bistrot, et puis amener son ordinateur à la bibliothèque municipale, revenir le soir en traversant le pont, et on avait juste travaillé comme ça dans une incursion brève sur une journée d'écriture, la matérialité d'une journée d'écriture, la matérialité des lieux, du matériel, des heures. Et bon, c'était une manière de créer le lien avec ce livre tellement singulier. Là, aujourd'hui, on va le prendre. La technique, c'est un peu funambule. J'assume. De quoi il s'agit? Donc, la narratrice de Nevermore est en résidence à Dresden pour 2 mois ou 4 mois. Et son travail d'auteur là-bas, c'est une traduction de ce livre qui est une prose poétique, une prose d'abord poétique, To the Lighthouse, la promenade au phare. Elle discute aussi du titre, justement, Vers le phare, de Virginia Woolf, et des différentes parties de ce livre, en particulier la partie médiane, où on voit une maison où personne ne vient se transformer. Comment une maison se transforme par l'abandon. Et Cécile Vachebrot se confronte à des phrases, à des passages de Virginia Woolf. Et juste avant que je lance la proposition, entre-temps, c'est quoi le travail du traducteur? C'est aussi de contextualiser, c'est-à-dire tu te heurtes à une phrase, comment passer à travers, comment trouver l'aura à la manière de, comme aurait dit peut-être Walter Benjamin, c'est-à-dire comment s'écarter du texte pour retrouver ce qui fait que toi, tu te cherches en traduisant, et que si tu as ce pacte avec toi-même qui se réalise à cet endroit-là sur cette phrase, alors ta traduction va tenir. Même si elle va tenir dans un écart. Pas comme on ferait avec là nos logiciels de traduction et leur processus d'intelligence artificielle totalement fascinant. Mais justement, ça sert à rien, c'est le contraire. C'est-à-dire que à mesure que Virginia Woolf avance dans cette maison, cette presqu'île, eh bien, elle va chercher ses propres villes. Elle va trouver New York, elle va trouver Sarajevo, elle va aller au Japon, elle va aussi dans cette documentation là, sur la ruine et l'abandon en plein milieu là, du monde ordinaire, elle va rouvrir le dossier Tchernobyl. C'est-à-dire que en se confrontant sur sa table d'écriture à ces phrases et cette poétique de Virginia Woolf, ce qu'elle va ouvrir, c'est notre rapport, j'allais dire, géographique au monde, notre rapport au présent, dans sa complexité, son éclatement, ses angoisses, son danger. Et c'est ça qui réussit dans ce livre. Alors nous, qu'est-ce qu'on va faire? Dans cette partie-là, mais c'est le fonctionnement général du livre, à chaque fois, c'est identifier une phrase de Virginia Woolf. Une phrase qui peut paraître extrêmement simple. And now, in the heat of summer, the wind scented spies about the halls again. Le rythme de la phrase. Et première traduction. Et dans la chaleur de l'été, le vent envoyait de nouveau ses espions autour de la maison. Et puis elle arrête. And now. Et maintenant. Et c'est trop long. Et maintenant, 1, 2, 3. Now. And now. Ou dire seulement maintenant. Maintenant. Now. Maintenant, dans la chaleur de l'été, le vent renvoyait ses espions aux abords de la maison. Deuxième proposition.
Et commençait cette vision qui, par-delà les années, annonçait, décrivait ce qui arriva 50 ans plus tard. Même processus, 2 pages plus haut. Alors, je ne vais pas lire l'anglais parce que c'est trop... c'est forcément massacré. Si c'est moi qui lis, je sais reconnaître ce que c'est que l'anglais, je ne sais pas faire. En tout cas, c'est Moreover, soften on her question the spring, with her bees bumming. Ne sachant pas d'abord quoi faire de ce féminin, ce her, qui surgissait alors que rien ne le laissait présager. Quelle femme arrivait dont j'avais raté l'entrée. C'est comme si l'amie à laquelle j'avais pensé, etc., etc. S'agissait-il du printemps, la primavera, c'est-à-dire spring, agissant au féminin dans la grammaire du texte, comme la jeune fille sortie du grand coquillage dans le tableau de Botticelli, et de plus adouci et consentant, le printemps. Si c'était bien cela, il fallait tout remettre au masculin, parler de la primavera, ajoutant une sophistication. C'est-à-dire, là, elle tourne autour de la phrase pour trouver justement cette expression là où il y a... c'est peut-être pour ça aussi, c'est tout simplement là, ces jours-ci, l'éruption du beau temps, cette semaine, les premières abeilles. Alors, et ces abeilles qui bourdonnent et ces moucherons qui dansent, se drapaient dans sa cape, voilaient son regard. Et ça, elle tourne, et ça, elle y va, elle le malaxe, avoir pris en charge, c'est ce qu'elle est le mieux. Et les abeilles bourdonnantes et ces moucherons dansant. Comment tu dis là cette impression de printemps neuf qui se manifeste par tout simplement retour des abeilles, énervement des petits moucherons, et là, with her bees humming and gnats, moucherons, gnats, j'ai noté, je ne connaissais pas le mot dancing for her cloak about her, donc une narratrice qui finalement a disparu de sa propre énonciation, mais ça c'est Virginia Woolf, donc débrouille-toi avec l'anglais. Nous ça là, par contre ça nous regarde pas, mais tout d'un coup le personnage, c'est parce que les abeilles là vibrent près d'elle que les moutons, les moucherons, pas les moutons, viennent là la laissent cagasser là, sur tout près là, de la peau, et donc on a her, mais on ne sait pas qui c'est, elle n'est pas précisée. C'est simplement que le printemps devient cette espèce devient la sensation du personnage par rapport à elle-même, et donc la personnage elle-même. Alors tout ça, je vous le mets évidemment en copie. Je vais vous mettre, donc j'ai choisi 4 exemples comme ça, et donc chaque fois, la petite phrase en anglais, la grande page de Cécile Vargebrodt, et puis vous la voyez au travail. Et à la fin, ça donne avoir pris en charge, c'est ce qui allait le mieux. Et les abeilles bourdonnantes et ces moucherons dansant, donc c'est pas gnats dancing for her cloak, c'est moucherons dansant, et ces abeilles qui bourdonnaient, ces moucherons qui dansaient. Donc on manipule la syntaxe là, avec 2 qui, et les abeilles bourdonnantes et ces moucherons dansant, point d'interrogation. Et ces abeilles qui bourdonnaient, ces moucherons qui dansaient, point d'interrogation, 2e version. Et le bourdonnement des abeilles et la danse des moucherons, 3e version avec point d'interrogation. Chaque possibilité dissimulait une tentative d'oubli. Je m'agrippais au texte qui se déroulait devant moi sans encombre, celui de Woolf, mais pas ma traduction, pour me sauver, m'échapper du lac. 3e exemple. Toujours je les remonte, je les prends à l'envers, c'est pas d'importance. Alors là, on n'est plus dans le printemps, on est dans l'été. Has summer neared? Has summer neared? Has the evenings lengthened? Then came... Vous voyez, c'est atroce pour moi, je m'empêche. En tout cas, si je le lis à voix haute, moi je lis comme l'été approchait, comme les soirs s'allongeaient, alors venait, et elle, qu'est-ce qu'elle en fait? Alors que l'été approchait, que les soirs s'allongeaient, arrivèrent à ceux qui restaient éveillés, pleins d'espoir, marchant sur la plage, remuant les temps, les visions les plus étranges, chair transformée en atomes,
Et puis, donc elle traduit, le passage de Virginia Woolf fait 5 lignes et demie, donc elle, ça fait 6 lignes, commentaire pour recueillir extérieurement les parts dispersées de cette vision intérieure. Non, c'est la phrase de Virginia Woolf qu'elle a éclatée. Donc elle reprend, tandis, donc la première ouverture c'est « alors qu'elle était approchée, que les soirs s'allongeaient, arrivèrent à ceux… » Alors elle reprend. Tandis que l'été approchait, que les soirées rallongeaient, vinrent chez ceux demeurés éveillés pleins d'espoir. C'est-à-dire qu'elle a affaibli le début et rechargé sur ces personnages-là qui sont immergés dans la scène et qui, pour entrer dans leur vision que va travailler Woolf. Mais qu'est-ce qu'on perd alors qu'elle était approchée que les soirs Has summer neared, has the heavens lengthened. Et elle, non, tandis que, au lieu du has, on a affaibli quelque chose alors qu'elle était approchée, que les soirs s'allongeaient. Donc, elle doit travailler. Et puis c'est vision ou imagination. Ça, vous irez voir. Il y a la question de l'image. Tandis que l'été approchait, que les soirs rallongeaient, surgir en ceux demeurés ou rester éveillés, pleins d'espoir, marchant sur la plage ou remuant les temps, les images les plus étranges. Il se passe quoi si vous remplacez vision par image? Dernier exemple. Ne paniquez pas. Vous allez voir. The spring. La même chose, mais avec le printemps. The spring was out, a leaf to toss and bear. Ah. Quelle étrange image ce printemps comme une vierge farouche. Voilà comme elle commente avant d'ouvrir sa traduction. Le printemps sans une feuille à jeter, nu, éclatant comme une vierge farouche dans sa chasteté. C'est-à-dire, chez Woolf, the spring without a leaf to toss. Le printemps sans une feuille à jeter, bare, nu et large comme une vierge, a virgin, fierce in her chastity. Oh. On peut s'imaginer ce genre de phrase, on se croirait là dans l'univers le plus dur médiéval, ou les vitraux du monde médiéval tels que les décrit Proust pour la vieille église de Baalbek. Le printemps sans une feuille à jeter, nu, éclatant comme une vierge farouche dans sa chasteté, méprisante dans sa pureté. Ça fait une image de printemps, ça. En tout cas, c'est comment rendre ce que cherche Virginia Woolf. C'est pire que ça, la traduction. C'est-à-dire, Woolf, elle y réussit. Mais si tu ne poses pas ça dans son déséquilibre, dans ce qu'elle manque de sa propre tentative, peut-être par trop de raideur, eh bien, si tu ne donnes pas aussi ce manque, tu la loupes, la trad. Alors, c'est là, pour moi, où se fait le déclic. C'est le printemps qui agit, c'est lui qui compte. Il faut reprendre, tout reprendre. Comment faire? Le printemps sans feuilles à arracher, lumineuse et nue comme une vierge farouche par sa chasteté, méprisante par sa pureté, s'étaler sur les champs avec candeur, etc. C'est encore mieux, mais c'est pas encore ça. Et elle travaille la page, elle travaille la phrase à même la page, elle propose sa version comme réitération, comme variation. Without a leaf to toss. Il n'y a pas encore de feuilles. C'est le passage entre l'hiver et le printemps, les arbres nus. C'est-à-dire, elle développe, elle commente, elle entre dans l'intérieur. Woolf ne veut pas dire que les feuilles ne poussent pas encore, mais qu'il n'y a plus de feuilles à arracher. Le printemps sans plus de feuilles à jeter, nu et lumineux, telle une vierge farouche dans sa chasteté, méprisante dans sa pureté, étalait avec candeur sur les champs, vigilance, se moquant bien, etc., etc. 3 variations. Alors, est-ce qu'il y a une supériorité de l'une sur l'autre? C'est là, moi, où je vais commencer maintenant. On va oublier Cécile Varchbrot et on va travailler nous. C'est-à-dire, ce qui compte, c'est la réitération. Ce qui compte, c'est la variation. C'est parce qu'on aura créé ce mouvement de variation. Il y a ça chez Proust aussi dans le passage des poiriers en fleurs. On a travaillé aussi une fois là-dessus. En reprenant ça et en remâchant, c'est-à-dire que l'expérience de Cécile Varchbrot, c'est qu'elle nous proposait
une suite successive de versions sur la même intuition, sans décider, eh bien nous, on sera resté 3 fois le temps à l'intérieur de cette intuition qu'on cherche à construire. Et c'est pour ça que j'ai pris ce passage. C'est tout simple. Le soir, l'été, le réveil vif du printemps, l'approche de l'été, donc cette transition du printemps à l'été, et puis the heat of summer, l'été dans son côté implacable. Donc là, j'ai pris 4 exemples. C'est simplement variation de saison. Alors vous imaginez que je vous dise, allez, on travaille sur variation de saison. Non, simplement, là, à vous de choisir. À vous de la choisir dans ces sensations qui peuvent remonter à l'enfance ou là, simplement, hier après-midi, ou simplement parce que le matin, allant au boulot en vélo, oh, tiens, ce qu'on respire, c'est quoi? Là, un lilas, une glycine, c'est très peu. Partir de ce très peu, et là, justement, pour ça, je laisse les 4. Le printemps avant qu'il arrive, la transition du printemps à l'été, le soir dans l'été, et l'été dans son côté implacable. Et c'est pour ça que ça peut être là quelque chose de tout de suite, ou quelque chose simplement qui remonte à des souvenirs, mais pas plus que ça. Est-ce que c'est le changement de saison? Non, bien sûr, c'est cette sensation. C'est de retrouver une sensation anciennement créée et qu'on identifie et qui rouvre aux lieux, qui rouvre aux personnes, qui rouvre aux souvenirs. Alors, elle est où la proposition d'écriture? Transition de saison? C'est bon, je viens d'en parler. Vous avez choisi laquelle? Ok. Alors maintenant, vous écrivez. C'est-à-dire ce qu'on supprime, c'est Virginia Woolf. Au revoir, Virginia Woolf. Nous, on remplace la phrase de Virginia Woolf par la vôtre. Vous avez écrit une phrase, 2 lignes, 1 ligne et demie, 3 lignes, là, sur cette toute petite sensation du changement de saison. Le soir d'été, l'été implacable. La presque vive apparition du printemps quand tout lui nie encore son existence de printemps. Là, c'est vous, Virginia Woolf. Et maintenant, c'est vous, Cécile Rochebrot. C'est-à-dire, vous avez écrit cette phrase. Vous allez la remâcher. La même phrase va revenir 3 fois dans votre texte, avec votre propre autocommentaire, mais un autocommentaire qui peut porter sur la grammaire, qui peut porter sur ces associations, ces juxtapositions, mais qui va dire, tiens, cette phrase, ce qui lui manque, c'est ça, ce que je devrais accentuer dans cette phrase, c'est ça. Et donc vous avez pris la parole sur une lecture de votre phrase et vous la réécrivez autrement. Et puis, vous refaites encore le jeu et on a 3 états successifs de la même phrase, comme Proust avec ses 14 poiriers en fleurs. Mais simplement, ce qui compte, nous, c'est que on ne cherche pas à dire « Ah, regardez, j'ai pris ce machin-là, et puis j'en ai fait quelque chose de mieux, et puis j'en ai encore fait quelque chose de mieux. » Bon, et bien sûr, c'est pas ça. Ça va être très fin, très... écoutez réécouter ces grandes variations là dans la musique, chez Bach, chez Beethoven, et puis cette toute petite variation dans ce qui est une même phrase. Vous aurez fait 3 variations de la même phrase pour désigner cette même chose fragile d'une transition de saison, là où elle porte du souvenir, là où elle porte des sensations. Et simplement, on ne cherche pas à dire « Regardez le dernier état, comme il a été. La première ébauche, reprise et travaillée, et puis maintenant ça y est. » Non, c'est comment remâcher cette phrase, comment remâcher cette sensation, comment remâcher l'expression de cette sensation, si c'est du présent, si c'est de l'imparfait, s'il y a un narrateur, une narratrice, ou s'il n'y en a pas, ou si au contraire ça se tend à distance. Et ça, c'est ce que vous remâchez dans votre tête, extra là, mais simplement,
L'important, c'est qu'il n'y a pas une supériorité de la troisième version sur la première. Il y a 3 versions successives, mâchées, remâchées, commentées. Vous dites ce que vous tentez, mais simplement, la force, c'est là où ça renvoie à ce rapport très subtil, des fois, entre Proust et Virginia Woolf. C'est parce que vous nous aurez fait demeurer, rester, que vous nous aurez ancrés dans ce qui se mâche et se remâche 3 fois de suite sur cette sensation, que la sensation émergera. Elle émergera pas d'une seule phrase, elle émergera par le fait inaccessible, de l'autre côté du texte, impossible à prendre dans les mains. Mais simplement, vous nous aurez fait traverser 3 fois la tentative de modifier cette phrase. La sensation juste, la phrase juste, elle sera tout près derrière le texte, tout près. Imaginons que vous écriviez encore à la main, sous la feuille, mais on sera resté tout ce temps avec ça presque accessible, presque à pouvoir la prendre dans les mains. Alors c'est pour ça qu'il nous faut un thème commun, et un thème commun qui soit justement presque vide. Et c'est ça aussi que nous amène le parcours de Cécile Varchbrot dans le Virginia Woolf Lighthouse. C'est-à-dire qu'elle, de temps en temps, elle s'attache à la maison, de temps en temps, elle s'attache au personnage, de temps en temps, elle s'attache au visage, de temps en temps, elle se prend aux actions, et elle recommence ce même jeu, mais là, chaque fois, 4 fois de suite, elle prend juste ces phrases qui se réfèrent à l'impalpable d'une saison, mais qu'on reconnaît tous, qu'on reconnaît toutes, parce qu'on le porte en nous. Et chaque fois, elle en propose 3 versions, remâchées, avec des tentatives différentes. Alors quoi, nous, la petite phrase en italique de Virginia Woolf, on l'entend autrement. Ça, c'est Varchbrot. Nous, on enlève l'anglais, je vous l'ai dit, c'est votre expression de ce même impalpable. On part de l'impalpable. Et c'est parce que c'est impalpable qu'on a le droit de le mâcher, le remâcher, d'en proposer 3 états successifs. Et là, on l'aura. Quoi? Eh bien, technique numéro 5. La semaine prochaine.